Bon, là, en ouvrant sur cette image, je crois que d'emblée, ça nous donne un aperçu de ce que l'on peut découvrir, voir, observer. Je crois que ça fait suite aux propos que nous a livré M. Mouton. Alors, la présentation aujourd'hui, ce matin, tout d'abord, quelques mots sur cette question du patrimoine rural dans le monde, parce que bien que n'étant ni enseignant ni scientifique, lors de mes voyages, j'ai pu constater quel intérêt, quel engouement on peut rencontrer partout ailleurs pour ce patrimoine bâti et paysager. Ensuite, la première partie de la matinée, je voudrais vous montrer un certain nombre d'éléments de ce patrimoine rural dans ma région de travail qui est le sud-ouest. Mon atelier est à Pau, et donc ce que je peux vous montrer provient des études, des travaux que j'ai eu l'occasion de faire pour différentes collectivités, en choisissant 4 exemples très très caractérisés. La pause dont parlait Madame Roderer pourrait venir ensuite, pour ensuite évoquer certains aspects de la démarche, parce que pour aller vers ce patrimoine rural, il est absolument important d'adopter un cheminement, une démarche de connaissance qui seule peut conduire au projet. Et puis, pour finir la matinée, je vous proposerai un certain nombre de questionnements, parce que bon, il ne faut pas se raconter d'histoire. L'espace rural, nos territoires sont excessivement malmenés. Les sociétés paysannes qui ont été à l'origine de cette façon d'aménager le territoire, de construire siècle après siècle, en le faisant évoluer de façon intelligente, ces sociétés-là sont en voie de disparition, si elles n'ont déjà pas totalement disparu, pour faire place aux agriculteurs. Les paysans font place aux agriculteurs. Et malgré tout, dans les questions, finalement, parce que c'est pas seulement un hobby, en quoi nous, architectes, et plus particulièrement architectes du patrimoine, cette question du patrimoine rural peut-être nous outille et nous met en chemin d'un certain nombre de questions par rapport à nos pratiques et notre métier. Alors, c'est quelques aspects de ce patrimoine rural dans le monde. Ici, on est en Crète, petite chapelle. Alors, premièrement, quelques travaux et quelques expériences que l'on peut raconter, que l'on peut rencontrer. À droite, ici, ce sont quelques images d'un de ces musées de plein air. Beaucoup de maisons à l'origine en bois. C'est le musée de plein air qui est à côté de Budapest, à Santander. Et c'est un type d'action de sauvegarde, mais en même temps avec des objectifs pédagogiques que l'on peut donc voir ici. Mais par exemple, vous avez des actions de cet ordre en Suède, par exemple le Skansen à Stockholm, mais plus près de nous, à Ottmarsheim par exemple, on a aussi une très belle action. On démonte des maisons, on les remonte. Ce sont des objets de curiosité. En Espagne, avec ces images que vous avez ici, il s'agit de la Navarre. Et bon, c'est un des exemples parce que les Espagnols ont engagé, alors depuis de nombreuses années, des travaux de relevé et d'inventaire assez systématiques de leur patrimoine rural. Les qualités d'un ouvrage à l'autre, d'une publication à l'autre,
sont pas toujours égales. Ici, il s'agit donc de la Basse-Navarre et c'est un travail dû à Julio Caro Baroja et évidemment qui nous met sur la piste ce sont des photos un peu anciennes et qui nous mettent sur la piste d'un patrimoine rural absolument extraordinaire en Navarre, donc construit en pierre. Vous voyez ici ces grandes façades avec les grandes portes navarraises. Ici, vous voyez cette petite baie géminée ici. On est vraiment sur des... Vous voyez ici, par exemple, c'est une sorte de grande maison forte, maison tour, avec ses baies très étroites. Ici, une baie géminée à l'étage. Donc on est sur un patrimoine rural assez extraordinaire. Et c'est assez intéressant aussi parce que le travail porte sur des relevés de ce type-là, avec des motifs ornementaux liés à la porte. Au Pérou, le travail d'un architecte qui s'appelle Jorge Burga Bartra, qui a fait un travail assez remarquable de relevé de ce qu'il appelle l'architecture vernaculaire dans tout le Pérou, depuis l'Amazonie jusque dans les Andes. Et il a mis la main sur des choses tout à fait intéressantes. Par exemple, ici, l'évolution de la cancha inca, dans un village qui s'appelle Ollantaytambo, près de Cusco. Et on voit comment la maison, par exemple la maison inca ici, composée de 4 cases, dans laquelle on entre par ici, avec ce type de porte à double, avec un ressaut, une feuillure. À l'époque espagnole, on surélève les maisons et ça permet de construire un patio, ce qui nous ramène à la maison à patio coloniale. Et j'ai eu l'occasion de visiter cet endroit. Et c'est extraordinaire parce qu'on a un village du XIVe ou du XVe siècle intégralement conservé sous sa peau coloniale. Voilà, d'autres relevés. C'est un ouvrage remarquable parce qu'il est entièrement dessiné à la main. Voilà. Pas d'ordinateur. Le travail fait au Mali, chez Dogon, par Wolfgang Glauber, qui est architecte enseignant à Constance et qui a mis au point pour cette architecture qui est quand même passablement difficile à relever, une méthode de relevé par dessin sensible, tant en plan comme vous voyez ici pour ce hameau, qu'en élévation, mais aussi d'assez jolis croquis qui ici nous donnent la qualité des surfaces, et en même temps un très très beau choix d'iconographie de la photo, où l'homme est toujours présent. Et on voit ici ces Dogons, parce qu'il s'agit des Dogons, en train de préparer l'argile, le banco, et ici en train de façonner ces formes très organiques, ce bâti qui est avec ses greniers couverts en paille. Donc vous voyez, alors bon, on pourrait multiplier à l'infini ces exemples, sachant que pour revenir chez nous, finalement, l'intérêt pour le bâti rural, c'est une affaire passablement ancienne. Par exemple, les chantiers 1425 qui avaient été initiés pendant la guerre par M. Rivière pour faire échapper les jeunes architectes au STO, a donné des choses absolument remarquables. J'en ai quelques exemples plus loin, on verra ça. Le musée des arts et traditions populaires, mais l'action, enfin je vais oublier beaucoup de monde, mais l'action des maisons paysannes de France, évidemment, la Ligue urbaine et rurale, les CAUE, les STAP, le travail de Crater à Grenoble, par exemple, qui a fait un travail absolument remarquable autour des traditions du pisé, qu'ils ont essayé de transposer dans des constructions contemporaines. Et le Dabo, c'est déjà des choses anciennes, tout ça. Le travail remarquable qui se fait dans les parcs naturels régionaux, à la fois en termes de connaissances par des relevés, mais aussi d'un point de vue pédagogique, comme dans les CAUE, c'est-à-dire par des publications, par des expositions, par des visites. Donc vous voyez, tout ça, c'est une action longue, profonde, documentée, affiné. Je me rappelle, Monsieur Calam, puisque vous êtes là, quand j'avais visité avec vous en Picardie, alors il y a bien longtemps, 30 ans peut-être,
un chantier où vous aviez travaillé sur la mise au point d'une filière permettant de mettre à disposition des ouvriers du torchis prêt à l'emploi. Et je me rappelle avoir vu en démonstration la restauration d'une façade. Vous voyez, donc ce travail très en profondeur là autour des matériaux, parce que voilà, comment fait-on? Voilà, donc pour aller plus près de mon expérience, notre sud-ouest. Alors, mon point de chute est là, vous voyez, Pau, là. Je ne me trompe pas, oui, c'est Pau, là, l'image n'est pas très belle. Je vous propose de parcourir quatre régions bien caractérisées sur lesquelles j'ai eu l'occasion passablement de travailler. Les Landes, ce qu'on appelle les Landes de Gascogne, qui sont limitées au sud par le cours de l'Adour et puis les coteaux de Chalosse ici. En fait, qui est un immense golfe ou estuaire comblé par comment on appelle ça, l'orogénèse des Pyrénées, c'est-à-dire des sables. Donc un territoire de sable, de marécage, parce que sous le sable, on a une couche de ce qu'on appelle l'allios, c'est-à-dire c'est un minerai de fer très dur qui forme une sorte de bouchon étanche. L'eau stagne. Donc toujours une problématique de marais, de savoir faire écouler l'eau. Alors ces Landes de Gascogne ont été pendant très longtemps le lieu d'atterrissement des transhumances entre les Pyrénées, dont les palynologies nous donnent l'occupation à moins 5000, et donc avec des grands mouvements de transhumance comme ceci, en passant par la Chalosse. Transhumances qui se sont interrompues, qui ont commencé à baisser au cours du XIXe siècle. Les Landes étaient entretenues par brûlis, par coupes, et qui ont conduit au Second Empire à pousser les collectivités et les communes à vendre leurs terrains communaux, qui étaient des terrains donc, de parcours pastoraux. Ça va expliquer un peu les natures de bâtis que l'on a là, pour les remplacer par des pins. Alors il y a toujours eu du pain, mais l'enjeu était déjà la mise en valeur, c'est-à-dire la production des térébenthines et des colophanes, la gemme. Puis le bois, donc pays de bois, de chêne et de pin sur du sable. Et un peu d'argile par-ci, par-là, ce qui va nous donner, par exemple, déjà les matériaux d'un terroir et certaines problématiques de construction. Comment construit-on sur du sable? Deuxième région, le Labour. On est tout à fait à l'extrémité de la chaîne des Pyrénées. C'est une des 3 provinces basques françaises. On a le Labour, la Basse-Navarre, les photos de Navarre que l'on voyait tout à l'heure dans cette région-là, et la Soule qui est aux confins du Béarn. Troisième région, je vous propose de parcourir, c'est les Pyrénées centrales, où là, on a, alors en Labour, on a des pierres qui ont été relevées par les Pyrénées, on a des grès de type vosgien, vous allez voir, ça ressemble aux grès qu'on trouve en Alsace, à Strasbourg. Ici, les Pyrénées, on a tout autres matériaux, on a beaucoup de pierres, on a du calcaire, donc de la chaux, on a des ardoises, et puis ici, les coteaux de Gascogne, pays de terre, d'argile, on est à nouveau sur les coteaux qui descendent des Pyrénées, on a beaucoup d'argile, beaucoup de galets, et là aussi, ça va être une des composantes de ce bâti. Alors, les Landes, le phénomène, c'est... Alors, vous voyez un peu l'aspect, sur une photo ancienne, hein, l'aspect de ce qu'on appelle un érial. Alors, le motif essentiel de ce bâti rural, c'est un espace qu'on appelle donc l'érial, non clôturé, dans lequel se trouve un ensemble d'édifices pour des usages divers. Alors, vous voyez bien sûr ici une maison. Là, c'est un petit bâtiment pour recevoir des charrettes, et ici, c'est un four à pain. Il y a différents types de bâtiments. Chaque fonction est dans une construction comme assez individualisée, la façade étant orientée à l'est, et ici, on a une couronne d'arbres. Vous voyez en premier plan des chênes, et à l'arrière-plan, ici, des pins. C'est une dualité. Donc, la région, je ne reviens pas dessus. Alors, la structure
Alors déjà d'emblée, pour aborder la question de ces constructions, et de l'aérial, il faut aborder la question du territoire. Alors, l'exemple est pris à Souston, vous avez l'océan ici à gauche. Le principe de l'aérial, c'est d'abord le dégagement, si on a un étang, le dégagement de ce qu'on appelle un champ. C'est-à-dire c'est un ensemble de parcelles qui, par une microtopographie, par un réseau de drainage, échappe à la lande. C'est donc un espace dégagé que l'on peut cultiver, labourer, et qui est semé d'un certain nombre de ces aériaux, c'est-à-dire ces espaces dans lesquels on trouve les constructions dont je parlais. Et tout autour, on a une couronne forestière faite de chênes. Et au-delà, on trouve aujourd'hui les pins, mais autrefois, c'était la lampe de parcours. Et ceci est un quartier, donc autour d'un champ, les aériaux qui sont plutôt aux côtés. On a le cheminement d'eau ici, donc le moulin. Et le quartier est relié au village, ici l'église, alors aujourd'hui très développée parce qu'on est dans une zone touristique, vous vous en doutez bien, parce qu'on appelle le chemin de vie et de mort, celui qu'on emprunte pour le baptême, pour le mariage et pour l'enterrement. D'un peu plus près, voici la structure d'un de ces quartiers, c'est le quartier de Hardy, c'est la partie ouest de ce quartier, ce qu'on appelle le Bas-Hardy. L'écoulement d'eau, vous voyez, ici on avait, ça c'est d'après le cadastre napoléonien, donc ouais, déjà, le cadastre napoléonien, ça va nous permettre de reconstituer le paysage. Donc finalement, il n'a pas trop changé sur un siècle et demi. Ici, des pâtures, on voit donc une sorte d'irrigation permettant d'avoir un peu de pacage, c'est important pour le bétail. Ça a toujours été un problème dans les Landes, comment nourrir les bœufs nécessaires à la manœuvre des charrettes, et ici plutôt les parties cultivées. Et vous voyez apparaître ici ces aériaux, c'est-à-dire ces enclos. Voilà. Aujourd'hui, bon, évidemment, le mitage a fait son effet, donc il n'y a pas simplement plus de bâti. Voici la physionomie d'une partie de ce quartier. Voilà l'aspect d'un de ces aériaux, pas de clôture, des fossés de drainage et une couronne d'arbres liés aux maisons. D'emblée, l'approche de ce bâti est absolument indissociable de la reconnaissance qu'on peut avoir de quels sont les arbres, quel type d'arbres, où sont les seuils, comment fonctionne le drainage. D'une certaine manière, bâti et paysage, et bâti et territoire, quand on parle de bâti rural, c'est tout à fait imbriqué. La maison rurale n'est pas un objet qui est posé sur quelque chose qu'on ne pourrait pas connaître, mais c'est un tissu de cheminement, de fonction, d'usage. Alors, le chêne est évidemment important pour la glandée. On verra plus tard pour des questions climatiques. L'eau, évidemment, il s'agit bien de drainer. Et quand on parcourt ces quartiers, on est toujours en train de franchir des limites et des seuils invisibles. Donc on a un langage de l'espace, une sorte de code de l'espace que l'on peut, grâce à tous ces petits éléments que vous voyez sur ces photos à gauche de l'écran, une sorte de langage que l'on peut apprendre à connaître. Déjà, vous voyez un peu la physionomie de cet aérial. Ici, je vous le livre, hein, une maison, un four à pain, un parc à moutons, sur plan carré avec son toit en pavillon, une grange à charrettes et encore un bâtiment annexe ici, et puis une soue à cochons ici. Un autre aérial, une belle maison de maître, avec ces 3 granges et probablement ici un four à pain. Tout ça était en ruine quand je l'ai relevé. Au passage, je vous signale que depuis j'ai fait ces relevés il y a 12 ou 13 ans, la moitié de ces constructions a disparu. Hein. Voilà, ça va très très vite.
et l'arrière-plan de pin ici qui a pris la place de la lande. Et vous voyez ici le relevé des chênes, donc qui constitue tout ce grand parapluie du bâti. Dans le détail de l'analyse de l'étude d'un aérial, vous voyez, on va un peu plus en détail. Ça, 3-4 constructions récentes et les 3 constructions anciennes identifiées, notamment aussi, à nouveau, grâce au cadastre napoléonien. C'est le document accessible partout qui nous permet déjà de faire un premier crible. On voit donc, là c'est le parc à moutons, là c'est la maison, là c'est la grange. Le parc à moutons s'ouvre ici, sensiblement au sud, la maison s'ouvre ici à l'est et la grange s'ouvre ici à l'est. Tout ceci, bien qu'on ait toutes ces constructions nouvelles, forme un ensemble avec ici le jardin et le petit cours d'eau, le canal ici qui va bien, qui permet de drainer. On voit ici une image d'un de ces types de jardin, à nouveau assez ouvert avec son puits. Lorsqu'on va chercher les constructions, voilà la première, le parc à moutons, et évidemment c'est assez extraordinaire. Le principe, c'est une sorte de parapluie, on dirait ces baleines-là, avec un magnifique assemblage. On a un lien sur chacun des arbalétriers, que ce soit au niveau de l'arrêtier, que ce soit au niveau du grand pan, revenant sur un pilier central. Tout ceci vient reposer sur une couronne formant une sorte de grande portique triangulée comme ceci, et cette paroi de bois que l'on voit ici est insérée dans des rainures. On a une grande encoche dans la sablière qui permet l'été de soulever toutes ces planches-là et d'ouvrir complètement le parc. Et dans la position de l'aérial, le parc, vous l'avez vu, est plutôt vers l'extérieur, vers ce qu'était la lande. La grange, vous voyez, il y a assez peu de points d'appui. On a de nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6 points d'appui. Ce sont ces piliers-là. Et de nouveau, une couronne de pans de bois qui vient recevoir sur cette sablière les arbalétriers ou les... Je ne sais pas comment il faut les appeler, ce ne sont pas vraiment de demi-fermes. Alors ça, c'est un premier constat, c'est que tout ceci est finalement, à première vue, assez peu triangulé. Et quand on regarde de près la charpente, la sablière, c'est une grande pièce qui fait toute la longueur, qui est ici assemblée avec son homologue qui repart à l'angle droit et qui ainsi fait tout le tour du bâtiment. Donc l'ensemble des sablières liées forment comme une sorte de cadre. Elle est en pin, elle est assez souple, elle peut casser. Alors que le bas des pans de bois est assemblé comme ceci. C'est-à-dire qu'on a le pilier qui... ça rentre dans le sol d'environ 30 à 40 cm, c'est posé sur une grosse pierre plate, à peu près comme ça. Il n'y a pas beaucoup plus de fondation. Et de pilier en pilier, que vous voyez ici, on a ces pièces-là. Et quand on relève ces constructions-là, on s'aperçoit que tout ça est gentiment penché, gentiment tordu. Donc, d'une certaine manière, construire sur le sable demande... avoir un certain jeu. On dit souvent juste menuisier et gai charpentier, je crois que là, ça a un peu son sens. Des maisons, alors la maison, on y revient, pareil. Vous voyez aussi, par exemple, sur la coupe, alors la maison, à nouveau un plan carré, tiens, la géométrie. La façade ici à l'est, 2 chambres avec un escalier qui permet d'aller au grenier, les tables derrière et ici des remises, et là la pièce que l'on chauffe. En voici la coupe, on voit que le principe c'est une sorte de grand portique à 2 niveaux, à partir duquel on ordonne à nouveau ces arbalétriers courbes. Il y a un véritable savoir-faire
d'employer les troncs sans chercher à les équarrir, à profiter de leur courbe pour pouvoir faire ces assemblages. Et donc, vous voyez, la maison, elle est un peu de guingois, elle a fait son travail. Les dendrochronologies nous ont quand même donné le XIVe siècle. Alors, ça ne veut pas dire que la maison est du XIVe siècle, mais ça veut dire qu'on a pu monter, démonter et remonter ces maisons. Il faut savoir que, par exemple, dans cette région des Landes, l'un pouvait hériter de la terre et l'autre de la maison, auquel cas il pouvait démonter la maison et la transporter. Donc on est sur ce type d'une construction aussi qui peut être un peu nomade. Voilà le petit détail de la console de cet auvent-là. Et voici un aspect de la construction où l'on voit évidemment la structure en bois et ce remplissage qui est fait d'une paille tressée sur des échelons que l'on ne voit pas ici et revêtu d'une argile très sableuse. Ce n'est pas du torchis, hein, c'est un remplissage de paille revêtue. Et puis, on a par-dessus badigeon, 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 badigeon blanc. Et pour finir, au 19e, des badigeons colorés avec des couleurs qui sont celles de l'allios, c'est-à-dire des oxydes de fer que l'on trouve localement dans des sortes de géodes. On trouve des poudres d'oxyde ferreux, enfin à différents stades d'oxydation, qui nous donnent cette palette d'ocre et de rouge. Voilà, donc à nouveau, cette construction assez peu triangulée. On a dit souvent les Landes que c'était un pays où il n'y avait rien, où il n'y avait pas d'histoire, où c'était des sauvages. Je pense que vous l'avez vu avec le parc à moutons, on est en face d'un savoir-faire de charpentier absolument extraordinaire. Voici quelques aspects de la typologie de ces maisons. Donc les maisons les plus anciennes, on retrouve celle-là donc avec ses datations anciennes. Voici d'autres modèles. Par la suite, la maison a évolué vers ceci. Donc on a toujours la façade est. Ici on est en façade sud. C'est une maison qui a également un pignon en façade est, mais l'entrée, le plan change. J'ai été malade en faisant ce diaporama parce qu'il m'a fallu enlever. Donc je ne peux pas tout vous montrer. Mais on voit l'évolution du plan. Le cadastre napoléonien sur cette maison nous indique qu'elle n'était pas construite. Donc on a une maison qui est postérieure à 1830. Et ici, on a une maison, les datée des années 1850. Vous voyez, on change. La façade, on passe à la symétrie, mais on est sur un mur gouttereau. Et tout à la fin du 19e, on a une petite maison de journalier. Alors, elle est bâtie, elle est maçonnée avec quelques éléments de pilastres et aux angles et intermédiaires en briques, mais c'est de la brique 19e industrielle. Donc la maison qui évolue. D'autres constructions dans les riales, les fours à pain, j'ai pu en relever quelques-uns, sont de charmantes constructions. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Plus personne ne fait du pain dans des fours comme ça. Ça s'écroule. Des gîtes ruraux, je ne crois pas trop. Et pour finir sur ce bref aperçu sur les constructions de l'Érial, voilà quelques essais de trames constructives. Et là, on se rend bien compte qu'on n'est pas du tout sur une architecture improvisée, pas du tout sur une architecture de paysans incultes, mais sur des gens qui manient un véritable savoir-faire. On peut penser que architecture de bois, on peut penser que les charpentiers étaient d'une certaine manière aussi maîtres d'œuvre et architectes de ces constructions. Voilà pour ça. Deuxième volet. J'espère que je ne vais pas trop vite, sinon on ne va jamais tenir les temps. La maison Lecce, dans le Labour. Alors vous avez vu que dans les riales, pratiquement chaque fonction a son édifice. Dans le Labour, dans les collines du Pays Basque, c'est tout à fait autre chose. La maison rassemble tout. On va trouver toutes les fonctions dans cette maison. Alors, voilà la région. Bon, je crois que vous avez compris, je ne reviens pas.
La maison, elle vaut, alors celle-ci elle a un peu souffert au 19e, elle vaut par le paysage. C'est-à-dire que l'histoire de la maison Labourdine, je vous le raconte, mais je n'ai pas trouvé les bonnes cartes pour vous le montrer. Elle a son origine, évidemment, très tôt, 12e, 13e siècle, les maisons infançonnes, qui elles étaient bâties en pierre, et les maisons vont de mère en fille, ou de bord en maison. Alors moi je parle pas basque, mais je vous le livre comme ça. Par exemple, vous avez une maison qui s'appelle Argainea, qui est une maison mère, et la borde, qui est souvent une maison, c'est Argaine Coborda. Donc toute la toponymie et toute la carte du territoire nous donne ce jeu de relations de maison mère à maison fille. Donc, et ça, c'est très lié à la mise en valeur de ce territoire de collines, d'élevage. Vous comprenez bien que normalement, il n'y aurait pas de place pour le mitage là-dedans. On est à 10 km de la côte basque, vous imaginez la pression qu'il peut y avoir. On y reviendra après. Autre aspect qui est très important, c'est que les maisons ont des noms. Hein, bien des fois, le nom renvoie à la situation dans le paysage. Et par exemple, une des plus vieilles maisons que j'ai pu relever s'appelle Iturbidia. On m'a traduit, c'est la maison qui est sur le chemin de la source. Iturbidia, bidia, ce qui a trait au chemin. Voilà. Donc vous voyez que dans la... Et quand on discute avec les gens, ils sont toujours en train de dire ah, cette maison, Ortiopitz Berea, Ortiopitz, Berea c'est celle d'en bas, c'est qui, c'est quelle famille, c'est quel nom, de quand date ce nom, qu'est-ce qu'il veut dire. Voilà. La langue basque a été fixée très tardivement, c'est une langue orale. Elle a été fixée très tardivement, et c'est un curé de Sarre qui l'a fixée je crois au XVIIe. Et donc, en fait, on est vraiment sur la transmission orale. Et évidemment, le nom des maisons, il y a une sorte de géographie mentale qui est liée à une cartographie des maisons, si vous voulez. Je ne sais pas comment le décrire, mais c'est très, très sensible. Ça a trait à l'histoire, cette façon dont les maisons procèdent les unes des autres, et ça a trait à l'espace, à la manière dont elles ont investi des lieux. Voilà. Donc, architecture et paysage, à nouveau, c'est totalement indissociable. Ces maisons que vous voyez là, donc quelques-uns des... Ça sort à peu près, oui. Quelques-uns des croquis de relevé. Ça, c'était dans le cadre d'une étude pour une commune, la commune de Sarre. J'ai inventorié 300 maisons anciennes, un peu plus de 300 maisons anciennes. Moins de 10 étaient en mesure d'être relevées parce qu'il y a encore suffisamment dans leur jus. Peut-être une aujourd'hui. Il en reste. Voilà. Donc c'est fini. Quand je dis dans leur jus, c'est-à-dire habité par des paysans vivant de façon traditionnelle. Bon, toujours est-il que sur certaines de ces maisons, on peut vraiment bien observer aussi comment ça s'inscrit, comment ces constructions s'inscrivent dans toute une topographie et un territoire. Par exemple, celle-ci, la pente est comme cela, et ici on a un petit ruisseau qui passe là, dérivé par un petit canal qui longe là, qui passe ici là-dessous, voilà, qui vient irriguer le jardin. Donc le jardin, c'est cet enclos-là. Enclos, alors on est dans le pays de la pierre de la Rune. C'est un grès vosgien, c'est le même grès qu'à Strasbourg, qui se délite bien. Qui permet de faire des constructions assises. Je reviendrai un peu sur la pierre parce que c'est intéressant. Et qui permet de faire ces clôtures en dalles levées. Voilà. La pierre, alors, cette montagne de la Rune, elle a plusieurs faces. Elle a une face qui donne des grès roses, une face qui donne des grès gris, et une face qui donne des grès ocrés, comme ceci, très durs. Quand on a eu à reconstruire après incendie le clocher de l'église de Sarre,
On s'est beaucoup posé la question, parce qu'évidemment, la montagne de la Rune est en site classé, on ne peut pas avoir de pierre, est-ce qu'on va chercher en Espagne? Jusqu'au moment où j'ai eu un coup de téléphone indigné de la part du maire de Sarre, me disant « Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Paraît-il qu'on va chercher la pierre en Chine ?» Je dis « Mais vous n'y êtes pas. Non, la pierre, elle viendra de Sarre. » Et donc, un propriétaire a donné des beaux rognons de cette pierre, de ce grès jaune très dur. Il a fallu aller pêcher en site classé. Merci à l'architecte des Bâtiments de France qui a fermé un peu les yeux sur le transit et les faire débiter chez un carrier local qui a usé fil après fil, parce que c'était extrêmement dur. Le principe de Lecce, la maison, c'est ceci. Le loriot, qui est cet auvent-là, l'escate, la pièce à tout faire, où l'on range du matériel, on garde la mobilette, on trie le maïs, etc. Un bel escalier, souvent assez monumental. Là, on n'a pas le baluste, mais c'est un escalier du XVIIe, qui, ici à l'étage, nous amène dans une pièce au cœur sombre. Et ici, en revenant sur la belle façade, à cet étage-là, la salle, voilà, qui est le centre de vie. Et la salle, voici l'aspect dans une de ces maisons dont je vous parlais, qui est encore vécue. Voilà l'aspect de cette salle, sa cheminée, le petit rideau qui va bien, qui améliore le tirage et qui empêche de se cogner la tête sur le manteau. Et le four à pain, ici, qui sert encore à faire des gâteaux, enfin, qui servait encore à faire des gâteaux. Et on s'assemble autour de la table. Et la lumière vient ici, souvent de l'est ou du sud, plutôt de l'est, pour éclairer la pièce commune. Tout autour, cuisine, chambre, et à l'arrière, puisque c'est la moins bonne exposition, le fenil qui évidemment nous ramène au rez-de-chaussée ici sur les étables. Et puis on a encore des pièces, bien souvent des chambres ou des séchoirs tout à fait en haut. Voilà les types de maisons, des plus petites, maisons à 2 murs, des bordes ou des bordes devenues borda berico borda, avec son habitation à l'étage, et donc le four à pain ici à l'étage, dans son jus, des maisons à 2 murs, hein, 2 murs, et puis bien souvent ici un portique, voilà, qui vient rechercher le fêtage, et des grands chevrons 15-15 qui vont de Fêtière à Sablières. Voilà les maisons à 4 murs. Et ces maisons basses ici. Et les maisons en pierre, alors on trouve ici parmi les plus anciennes. Celle-ci est repérée de mémoire au XIIIe siècle. Donc une de ces maisons mères, une maison à Fonson. Ici on est sur une maison à Rossa qui est une maison plutôt datée XVIe. À Rambouillet, une maison tout à fait datée XVIIe en pierre, mais dont le type, bien que son labour, le haut a disparu suite à un incendie. Hein. Emprunte à la composition architecturale de la Basse-Navarre. Et puis ensuite, quelques maisons encore de ce type-là au XVIIe, et puis à partir du XVIIIe, on bascule sur des maisons qui sont des maisons d'apparence basque comme ça, mais qui empruntent leur écriture architecturale à d'autres modèles qui, à ce moment-là, commencent à arriver au Pays basque. Voilà. Et évidemment, la maison rassemble toutes les fonctions. Et quand, en parlant avec les gens, je dis, je cherche des maisons où il y a des choses comme ça. Ils disent, ah oui, celle-ci, elle a quelque chose sur le devant. Et en fait, le devant, c'est ça. C'est-à-dire que toute la maison est organisée autour de cette façade, le loriot, la salle, et au XVIIe siècle, qui est l'époque où à l'époque, à Saint-Jean-de-Luz, à côté, on construit des navires de guerre pour la flotte de Louis XIV, eh bien c'est ça. Et c'est absolument extraordinaire de voir le travail de ces solives, des sablières, des bandeaux d'appui, des consoles, des auvents avec une double panne.
Voilà, et avoir quelque chose sur le devant, c'est toute cette fierté, toute cette signification apportée à la maison paysanne. Et la maison paysanne est une maison noble. Les Pyrénées centrales, c'est un autre monde. On est en montagne. Bon, je ne vous ai pas parlé des matériaux. Autant la maison Labourdine est couverte en tuiles. En montagne, ici, on a de l'ardoise, on a du schiste, on a des granites, on a des calcaires, et tout ça se mélange harmonieusement. Ici, une grange. Donc, on est les Pyrénées centrales. Voici un petit croquis qui nous montre quelle est la logique dans l'espace de la vallée de cette occupation du bâti. Dans le bas de la vallée, sur des rognons rocheux, le village, il est bien groupé. On économise les terres arables, donc aujourd'hui ce sont des prairies, mais c'était là où on pouvait avoir un peu de céréales. On plantait un grain de maïs, 3 grains de haricots ensemble, voilà, ça faisait tuteur. Donc on est complètement à l'opposé de l'Érial et de la maison Labourdine, où on avait plutôt, donc vous avez compris, un habitat dispersé. Ici, le bâti est un fait, et la maison notamment, est un fait villageois. Donc le village, un deuxième étage que vous avez en premier plan ou en arrière-plan, c'est ce qu'on appelle la grange foraine, c'est-à-dire une grange située au milieu d'un pré dont l'aire de fauche représente sensiblement le volume de ce qu'on peut mettre dans le combe, dans le fenil, la bergerie se trouvant en dessous. Et au-dessus, on a l'estive. Alors vous voyez tout de suite l'aspect de ce territoire. C'est un territoire extrêmement bien organisé, tramé de façon souple, par les chemins, par les ruisseaux, par les petits murets de soutènement, par les rigoles d'irrigation. Tout est champêtre, tout est aménagé, dans un espèce d'équilibre absolument souple, subtil. Et la grange, et notamment la grange foraine, puisqu'on va commencer plutôt par les bâtiments utilitaires, est presque délicatement inscrite dans le paysage. Si vous connaissez par exemple les descriptions du paysage anglais, les Anglais qui sont les premiers intéressés à la description du paysage et qui en ont fait un des motifs de leur art de jardin, ils décrivent ça, ce paysage soigné par le paysan qui va faucher jusqu'à la moindre bordure. J'ai vu faire ça encore. Tu as peut-être connu ça, Mireille à Arcisan dessus, un vieux paysan qui venait faucher jusqu'à la lisière à la main. Voilà, Monsieur Glaire, c'est ça. Et en fait, c'est un art. Et ça a inspiré. Il faut savoir que cet art paysan, dans le travail soigné du paysan, qui a inspiré les Anglais qui ont observé le paysage, qui en ont fait le motif de leur jardin, le motif du jardin anglais, alors évidemment après avec de gros moyens, et qui nous est revenu à la fin du XVIIIe siècle avec Rousseau, avec Marquis de Girardin, et qui, on pourrait dire, vient aussi irriguer tout notre intérêt pour l'écologie aujourd'hui. Donc à nouveau, alors ça c'est une digression, je suis désolé, je ne pensais pas ça, mais l'écologie, c'est pas qu'une science, c'est aussi cet art-là. Et ça, c'est aussi un héritage de... Alors, tout à fait en haut, on a les cabanes de berger. C'est vraiment la petite chose essentielle. C'est ce qui permet au berger de faire son fromage. Alors, regardez l'intelligence de tout ça. Donc, on s'abrite, on s'oriente. Et après la guerre, on a eu des tôles. Eh bien, pour couvrir, on a mis des tôles et de la terre par-dessus. Voilà, magnifique toit végétalisé, comme si on avait inventé ça. Mais pensons à la Norvège et à la Suède. Un aspect de ces granges foraines, on est descendu un peu plus bas dans la vallée. Regardez la qualité. Je suis désolé, j'ai été embêté parce que toutes ces photos sont des photos très vieilles que j'ai dû rescanner un peu à la va-vite. Voilà, par exemple, dans la vallée de Campan, la grange avec ses petits escaliers ici qu'on appelle les penthouse. C'était une façon de terminer le mur sur lequel on pouvait venir bloquer le chaume. Une des techniques du chaume en vigueur dans les Pyrénées, le cabanet, l'habitation du berger, et devant l'enclos de son jardin. Tout ça au milieu de la prairie.
Dans la vallée de Lucien Sauveur, Pyrénées centrales, vous voyez, c'est ce que décrivait le dessin. Vous voyez, c'est une architecture de la prairie. Ces petites rigoles qu'on entre soigneusement, qui suivent les niveaux, nous permettent finalement d'appréhender le relief et structurent c'est à la mesure de ce que l'écoulement de la rigole peut permettre d'irriguer, et ça donne cette architecture ici dans la logique des niveaux et dans la logique de la pente, celle du chemin. Grange protégée des avalanches par ce qu'on appelle un fort, c'est-à-dire un massif de terre et de pierre. Voilà, un autre cas ici, dans une autre vallée. Et voilà, par exemple, l'architecture d'un chemin. C'est-à-dire qu'un chemin, c'est une architecture de savoir construire une assiette, de savoir construire un mur en aval, un mur en amont qui ne s'éboule pas. J'ai eu l'occasion de restaurer un chemin comme ça en montagne. Et c'était avec une entreprise d'insertion. Ils posaient pas les pierres tout à fait bien comme je leur avais demandé. Bon, j'avais repéré un peu comment c'était construit. Et patatras, première pluie, les 2 mètres qu'ils avaient faits sont effondrés. Et là, le paysan qui est passé, bien sûr, il faut les poser en lawadé. En lawadé, ça veut dire les poser comme des pierres de lavoir, c'est-à-dire avec une pente dirigée vers l'intérieur du mur. Évidemment, quand on fait le funiculaire de force, on a par décomposition, une composante horizontale qui va vers l'intérieur du mur. Donc la sagesse du paysan, bien c'est aussi celle qu'on peut retrouver par nos moyens de calcul. Donc un chemin comme ça, c'est un art aussi, un art de bâtir. Voilà, bon, je prends peut-être trop de temps, la grange, sa logique. Voilà par exemple le dessin d'un pignon de grange, qui est voilà, c'est l'essentiel. Il y a l'essentiel de l'architecture. La petite ventilation haute, le bardage en ardoise qui vient terminer le pignon, qui laisse un peu passer d'air, mais on a ménagé une croix ici. Ah, on se place sous la protection, toujours dans l'axe, la ventilation médiane du fenil, et ici la porte qui s'ouvre à plusieurs vantaux. On ouvre celui-ci pour aérer, on ouvre aussi celui-ci pour laisser passer le bétail. Et là, on appelle ce qu'on appelle un tire-fumée, tire-hume, par effet de dépression sur la façade, extraire tant bien que mal la fumée du foyer qui se trouve derrière. Et ici, on a le mur de clôture et la petite rigole pour l'abreuvement du bétail. Voilà. Bon, voilà. Et tout ceci est magnifiquement composé dans cette verticale. Les granges qui sont assemblées en hameaux, voilà, en raison de la pente. Donc toujours l'entrée du fenil en haut, on est plutôt tourné côté nord, donc on ne voit pas d'ouverture. Le toit qui abrite le fenil, ici une qui est sur le fil de pente, et là, ici une cheminée qui nous désigne une petite habitation, donc on a une petite fenêtre. Comment voulez-vous mettre des Velux là-dedans? C'est pas possible. Voilà ce quartier, et voilà un de ces petits aménagements, parce qu'on est près d'un ruisseau, qu'on appelle un leité, c'est-à-dire ce sont des sortes, c'est un peu flou, ce sont des frigos en fait, donc l'eau passe de bac en bac et on peut mettre les bidons de lait à rafraîchir. Plus personne ne s'en sert. Autre motif, le motif de la grange et du frêne, bien caractéristique des Pyrénées centrales. Donc pratiquement pas de ces constructions à moyenne montagne, là où les arbres peuvent pousser, sans les frênes. Alors le frêne, c'est un magnifique bois d'œuvre, bien plus solide que le chêne tant qu'il est à l'abri, donne la feuille pour compléter le fourrage, et la feuille de frêne a des vertus médicinales, et tous les bâtons souples permettent de fabriquer des colliers, tous les petits ustensiles nécessaires à la vie du berger. Arbre et maison, arbre et grange, c'est indissociable, comme l'homme et le cheval. Alors pour parler de la maison maintenant, la maison est toujours, dans l'architecture des Pyrénées centrales, distincte de la grange. Pas question de faire comme au Pays Basque, de mettre les bêtes, ou comme dans les Alpes, les bêtes avec les gens. Et la maison, même si elle est modeste, c'est ça. Ça peut être un peu flou, mais c'est ça. C'est un axe de symétrie, 3 travées, tout ça est bien composé, bien calme, on a une petite corniche qui va bien pour décorer. La maison est enduite, la grange, elle peut être en pierre ou en enduit jeté, mais
Jamais de confusion entre ce qui relève d'une grange ou de ce qui relève d'une maison, ou ici de 2 maisons. Voilà les maisons. Et en prolongement des maisons, les jardins. On a trois termes. La maisonnée, c'est-à-dire ceux qui habitent, c'est la maisou. La maison physique, c'est la casa. Et le jardin, c'est casao. Et un jardin, c'est un enclos bâti. Donc, les pleins, les vides, dans un village, c'est du même ordre. C'est-à-dire que c'est une pièce, c'est la pièce d'un puzzle. Comme quand on fait un secteur sauvegardé, on a des immeubles bâtis, des immeubles non bâtis. Voilà. Et donc, les stratégies de formation des villages, c'est ça, c'est-à-dire c'est un savant assemblage de cours, de jardins, de maisons, de granges, de maisons, de granges, avec cette habileté que, au fur et à mesure des siècles, en s'arrangeant, on arrive à mutuellement dégager des vues, dégager d'espace, dégager de la respiration. Les villages sont très denses, mais il y a une sorte c'est presque un fait organique, cette façon d'être ensemble. On n'est pas dans une géométrie raide. Voilà différents exemples de ces maisons. Alors, les variations sont à l'infini. La maison, nouveau symétrique, la grange, la volière, le jardin, l'accès ici, le four à pain. Bon, je passe. L'adaptation dans la pente, on rentre ici par-dessous l'auvent. On trouve un local ici à Charette, une grande grange, la cour, la porcherie, le rucher, le verger, très important, le jardin là. Voilà le genre de petite construction qui souvent accompagne ces maisons pyrénéennes. C'est en rez-de-chaussée les cochons, à l'étage les poules, petit bâtiment assez soigné. Dans le piémont pyrénéen, ça devient de véritables petits palais avec des colonnes en marbre. À nouveau, on retrouve cette noblesse du travail paysan. On est loin des porcheries en batterie. La maison, c'est ça, c'est-à-dire c'est la maison paysanne dans les Pyrénées centrales, c'est à nouveau la noblesse, sous cette forme-là. La porte au centre, comme je vous l'ai indiqué, l'encadrement en marbre, et Dieu sait si on est riche de marbre dans les Pyrénées, et quand on a les moyens, un portail et en séquence, le portail et la porte. Avec une galerie ici. Vous voyez d'ailleurs le passage du dessin des Balus, ça nous donne une indication sur la datation de la maison. Beaucoup de ces maisons ont été reconstruites au XVIIIe. Être un portao, c'est-à-dire être un portail, ça veut dire être quelqu'un de riche. La porte de la maison marque le seuil et l'essentiel. On peut être reçu au seuil du portail, dans la cour, au seuil de la porte, et après entrer. Et c'est pas la même chose, évidemment. Ça va avec, par exemple, le droit d'aînesse, la survivance du droit d'aînesse. C'est-à-dire que le code Napoléon, on ne l'a pas trop appliqué, et c'est l'aîné qui remportait tout, garçon ou fille d'ailleurs. Hein. Et un aîné ne pouvait se marier qu'avec une cadette, ou une aînée qu'avec un cadet. Beaucoup de ces cadets, c'est les cadets de Gascogne, hein. Beaucoup de ces cadets, évidemment, ont fourni les contingents d'émigrants, et notamment d'émigrants vers l'Amérique. Bien souvent, un cadet revenant, plus ou moins fortune faite, était surnommé America. Voilà, il y avait ce mouvement. Et on trouve beaucoup de noms basques ou pyrénéens en Amérique latine, voilà, de ce fait-là. Et la maison porte un nom. Et le nom de la maison se superpose au patronyme. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai travaillé là, il y a bien longtemps, j'habitais chez un monsieur qui s'appelait Pagette, et on disait, c'est Pagette. Ah, Pelloy, parce que sa maison, c'était la maison Pelloy. Donc, le nom de la maison remplace le patronyme. Voilà, donc ça dit bien et évidemment l'écriture architecturale, les lucarnes c'est pas terrible, hein. L'écriture architecturale elle marche avec ça, hein. C'est vraiment un ensemble, on n'est pas sur des objets. Le village évidemment groupé, contenu, limité,
et ordonné par ces cheminements, structuré par comme mise en ordre. C'est-à-dire qu'on voit ici, par exemple, ces ensembles de maisons, et on voit comment, à partir ici d'un noyau central, finalement, le développement du village a permis qu'il reste groupé pour l'essentiel, il y a bien une maison là, mais qu'il reste groupé pour l'essentiel, avec une couronne de jardin, une couronne de verger. Voilà l'aspect de ce village. Donc le village en tant qu'objet bâti, ou comme objet de nos réflexions ou de nos est absolument essentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser et intervenir sur la maison sans penser et intervenir sur tout cet ensemble-là. Et par exemple, c'est très intéressant quand on s'intéresse à ces choses-là, de prendre contact avec, par exemple, il y a un groupement de ressources phytogénétiques en Aquitaine qui a fait un travail formidable pour créer des conservatoires d'arbres fruitiers. Et on peut trouver, par exemple, si on s'intéresse à une maison comme ça, et on peut trouver les ressources de greffons, les ressources d'arbres fruitiers qui peuvent permettre de reconstituer des vergers qui vont avec ça. C'était un pays où on fabriquait du cidre, par exemple, il y a des pommiers. Et un motif absolument remarquable par sa géométrie et de sa qualité, c'est l'espace public. C'est-à-dire la rue du village, qui est un vide, qu'on pourrait croire un vide, est en fait une architecture. C'est un paysage bâti qui est une architecture, avec une architecture de sol, une architecture de mur, une architecture de façade qui vient de les terminer, avec vous le voyez, des sortes de déhanchements ou de recul dans toute une géométrie à nouveau organique qui permet le passage, qui permet d'entrer de niveau. Et ça, c'est un motif du bâti rural qu'aujourd'hui, peut-être on y fait un peu plus attention maintenant, mais par exemple, on fait un plan d'assainissement, on passe un réseau, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et cet espace public, il est aussi toujours... il y a les éléments d'usage, que sont les fontaines, les abreuvoirs. Ici, on est plutôt sur une fontaine. Mais vous voyez, c'est de ce beau marbre pyrénéen qui a été employé ici. C'est un petit monument, voilà, qui est un de ces petits monuments qui jalonne ces parcours. Et ça, c'est une thématique en soi d'observation, de travail. Et en limite du village, faisant frontière avec l'espace cultivé, on a ces motifs de l'eau. On fait quand même attention en montagne à ne pas mettre le village directement sur l'eau, parce que ce sont quand même des torrents. Donc si on ne veut pas voir emporter les maisons, les lavoirs et tout ça, on se met assez près. Et souvent par des petits canaux, on vient chercher l'eau pour les lavoirs et les moulins. Alors les moulins, il y en a une kyrielle souvent, comme ça, dans ces villages de montagne, parce que très tôt, notamment dans cette vallée-là, très tôt, le pouvoir vicomtal avait lâché la bride, parce que c'était assez difficile de venir collecter les impôts. C'est l'heure. Il faut que j'accélère. Et donc, les familles ont eu droit de moudre. Voilà, donc ils avaient construit leur petit moulin. Même chose, que fait-on aujourd'hui de ça? Voilà. Et dernier secteur que je voulais vous montrer, qui est passablement différent, c'est la Gascogne, pays de terre, de galets, terre, argile pour des briques, argile pour des tuiles, du bois, voilà. Voilà les matériaux qu'on va avoir. Le principe régulateur, c'est ça. Maison et grange, mais la plupart du temps assemblées comme ça. La maison au sud, parfois à l'est, la grange qui vient toujours protéger la cour, et en prolongement de la cour, le jardin. C'est vraiment le prototype. Voilà comment ça se présente. Alors, vous voyez, je pense qu'on le voit à peu près, vous voyez ici une des granges, avec diverses reprises. Ici, on est plutôt sur de l'adobe,
mêlée de galets, et puis on a des compléments en pisé, tandis que la maison, elle a son harpage d'angle en pierre. À nouveau, on est sur le même motif que la maison pyrénéenne. Son axe ici avec un travail de pierre. On peut être sur la première moitié du 19e, les maisons à travées. Elle est enduite et badigeonnée. Très ouverte donc du côté de la bonne orientation, avec son enclos. Et par contre, au mauvais temps, au nord ou à l'ouest, quasiment fermée. Alors là aussi, vous voyez par exemple ici des surélévations avec des pisés. Voilà, quelques arbres fruitiers. Bon, c'est pas tout à fait en bon état tout ça, mais voilà. Et alors, c'est un thème. Et variation, variation, variation. Alors, il n'y en a pas deux pareilles. Elles sont toutes semblables, mais toutes sont inventives. C'est souvent l'inverse des lotissements d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez les maisons qui se veulent toutes semblables, mais elles se ressemblent toutes. Le phénomène d'organisation, c'est de cet ordre-là. On a plutôt des villages en grappes. Ici, c'est l'exemple, alors il m'aurait fallu la coupe, c'est un village en crête. Ici, c'est l'emplacement de la motte féodale, il n'y a plus de château. Et le village s'ordonne un peu comme un petit bourg castral sur un chemin de crête. Et la rue a cette physionomie-là. C'est un peu différent de la montagne. On a plutôt ici des murs gouttereaux qui correspondent au dos des granges. C'est plutôt ceci que l'on voit. Tandis que de l'autre côté, on a plutôt le rythme des pignons, des cours, des pignons, des cours. Voilà. Et la rue a ce caractère de dissymétrie tout en étant très constituée. Et l'urbain n'est pas très loin dans cette région-là, puisque c'est le pays des sauvetés, des Bastides. C'est un vieux croquis. Et quand j'avais étudié cette Bastide-là, en étudiant les cadastres, eh bien, l'intérêt, c'était ça aussi. C'est-à-dire qu'autant on avait eu un travail de mise en forme d'un plan urbain de la Bastide, mais tout le territoire avait été tramé de chemins équidistants, comme ceci, avec chaque fois l'implantation d'une de ces maisons dont je vous ai montré le caractère, ici à peu près dans cet angle-là, je pense gérant cet espace-là. Et là, du rural à l'urbain, on a une sorte à nouveau d'imbrication. Le pays des coteaux, et je finis avec ça. Le pays des coteaux est absolument remarquable par le fait que c'est aussi le pays des châteaux. Donc, je vais parler des sauvetés, mais de maisons assez exceptionnelles. C'est une maison dans laquelle on reviendra un peu tout à l'heure. Il s'agit d'une construction qui est ici, qui est adossée à un mur comme cela, qui est en fait le vestige d'une fortification en terre, en pisé. Les dendros sur ces bouts de bois nous ont donné, je ne sais plus, 12e ou 13e. Et en fait, cette maison-ci, avec un escalier, enfin, elle a tous les éléments d'une architecture qui nous ramène, vous voyez ici, plutôt au XVIe siècle. Mais à l'intérieur, sur ces cheminées-là, on a découvert des décors peints, on a trouvé des éléments de datation plutôt au XIVe. Donc en fait, on est sur une maison, alors c'est un tout petit village, il y a 100 habitants, on est sur une maison rurale, mais c'est une maison d'exception parce qu'elle est liée à un ouvrage absolument exceptionnel qui est ce rempart en terre. Et aussi, quelque part, c'est une maison qui a un peu une dimension pas seulement rurale, c'est un peu une maison un peu seigneuriale et peut-être un petit peu urbaine dans son registre-là. Et donc, très souvent, dans le Gers, puisqu'il s'agit du Gers, on rencontre ce genre de construction. Dans ces deux autres volets que je vais tenter de vous présenter maintenant, il s'agit des mêmes sources, mais abordées peut-être d'un point de vue légèrement différent. Premièrement, quelques éléments de démarche. Alors, pour aller vite, il y a c'est vraiment très sommaire, il y a quelques éléments ici qui sont quelques points importants. Parce que aborder ce bâti, et qui plus est, si on a l'ambition de le faire évoluer, ça suppose de suivre un chemin. Tout d'abord,
ces maisons ont une histoire, évidemment. Et il y a des chemins pour aller reconnaître cette histoire, la mettre en évidence. Deuxièmement, un travail absolument essentiel qui est celui du dessin, de relever, pas seulement de mesurer, mais de dessiner, d'interroger la construction, l'art de bâtir. L'art de bâtir, je crois que c'est le maître mot. Et puis, méthodiquement, de poser un certain nombre de questions qui conduisent à un diagnostic. Et puis, tenter peut-être des opérations d'intervention, avec beaucoup de questions. Alors, les maisons ont une histoire. Déjà, on peut repérer sur les maisons des dates portées. Vous voyez ici, 17e. Au milieu, en couleur, celle-ci, c'est la maison dont je vous montrais tout à l'heure, les beaux décors que vous revoyez ici, 1682. Vous voyez ici une grange de montagne, 1797. Et si on n'a pas de date, on a tout de même des éléments d'architecture, ici un croquis qui est ce qu'il est, des éléments d'architecture qui permettent quand même de s'y retrouver. Vous voyez l'accolade, vous voyez ici la base prismatique, donc on voit à peu près où on se trouve. Dans les Pyrénées, on peut être plutôt dans la première moitié du XVIe avec ça. La cartographie, et ici c'est la carte de Cassini concernant Sarre, les maisons Labourdines dont je vous ai parlé, qui est très intéressante parce qu'elle nous renvoie ici à la logique de la toponymie. Et bien sûr, c'est là qu'on va retrouver, vous voyez, tous ces noms de maisons. Istillard, c'est le nom d'un quartier. Lehen-Biscay, c'est le nom d'un quartier. La Haite, c'est le nom d'une de ces maisons mères, la Haite, la Haïtia, etc. Et on a les moulins, les chapelles, les églises, voilà, qui sont là. Donc, et alors évidemment, chaque région a ses cartes produites soit au XVIIe, soit au XVIIIe, comme Cassini. Pour citer, dans notre région, on a Roussel, Bellem, par exemple, pour les Landes, qui est extrêmement intéressante. Je ne l'ai pas mis là, mais qui nous montre presque faire figurer des aériaux. Donc, les boisements de pin, donc antérieurs au boisement du XIXe. Certains livres terriers, ça sort pas trop mal, ça. Alors là, on est tout à fait au nord de la Gascogne, puisqu'on est à Mireille, à Moissac. Il s'agit de représentations. Alors, on a des embryons de cadastre ici, mais on a toutes ces représentations extrêmement intéressantes qui nous montrent toute la typologie des pigeonniers, pieds de mulet, pigeonniers circulaires. On a plein de renseignements. Les toits sont en tuiles. On a toute une hiérarchie de construction entre des maisons principales, des maisons secondaires. Voilà, on a des toits en pavillon, des toits en bâtière. Voilà, on a. Alors, ces figurations sont peut-être maladroites, mais si on les regarde, les architectes ont tendance à faire plus confiance au dessin que les historiens. Je pense que quand on dessine, on sait que on est juste quand on dessine. Donc, personnellement, j'ai tendance à faire assez confiance aux dessins anciens, mais il faut les lire. Voilà. Alors, le motif de l'arbre, parce que ça aussi c'est maladroit, mais le motif de l'arbre et de la maison, c'est quelque chose qui a été complètement intégré par le dessinateur de ce plan terrier. Alors, des plans que je vous incite à essayer de retrouver quand vous êtes dans cette démarche de connaissance, mes repros sont mauvaises. Il s'agit de plans par masse de culture. Ils n'ont pas été faits partout. C'est l'ancêtre des cadastres dits napoléoniens. Ce sont des plans qui ont été en général faits dans les années 1808-1809, qui sont absolument remarquables parce qu'ils ont une légende normalisée qui nous donne le paysage. Qu'est-ce qui est boisé, qu'est-ce qui est en lande, qu'est-ce qui est en pâture, qu'est-ce qui est jardiné, où est le bâti. Et donc finalement, on a presque une cartographie du paysage bâti, mais aussi du paysage rural, comme ici. Voilà, ici c'est un quartier de Moulins. Voilà. Évidemment, le cadastre napoléonien, là, ce sont les maisons labourdines, qu'on retrouve avec leur nom
mais aussi des graphies plus anciennes. Vous voyez, par exemple, Chantacorenako Borda. Donc on est sur une borde qui découle de deux autres constructions. Vous voyez la maille ici de la maison, on est probablement sur une construction à 2 murs. Il y a de grandes chances pour que ce soit une borde ou au mieux une borde habitée. Donc voilà par exemple El Chospea. Ici on a un petit calvaire. Donc on est sur une de ces maisons que vous avez vues tout à l'heure. C'est une maison 17e en pierre et elle est ici. Et Arosa, c'est cette maison en pierre 16e siècle que je vous ai montré dans la galerie des façades. Donc l'avantage des cadastres napoléoniens, c'est qu'ils nous donnent une cartographie de ces maisons qui sont toutes antérieures au 19e, mais qui est juste. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'on a une cartographie débarrassée du mitage. Et ça aide beaucoup à comprendre avec la toponymie l'organisation du territoire. Les photos anciennes. Alors là, on est sur un registre de documents qu'il faut absolument rechercher parce que partout, ou à peu près partout, je pense, on a eu des sociétés de photographes ou de gens qui sont passionnés. Ici, Félix Arnaudin, dans les Landes, qui, devant la disparition du paysage landais avec les plantations de pins, a tâché d'enregistrer ce qu'il restait du bâti landais dans son paysage. Donc paysage totalement ouvert que vous voyez ici, le paysage de la Lande, avec, mais c'est pas des blagues, hein, les bergers étaient vraiment sur des échasses comme ça pour y voir loin. Bergerie ou grange couverte en brande. Mais ce genre vous voyez des choses rigolotes, le poulailler dans l'arbre, parce que c'est, attention les renards. Et par exemple, ce genre de document extrêmement intéressant parce que ça nous donne une idée de la peau de cette maison. Alors, elle est dégradée, mais on voit bien comment on a un enduit sur les panneaux de remplissage et comment on avait un badigeon qui couvrait tout. Et le panneau de remplissage et le bois. Ici, dégradé, le bois réapparaît. Et voilà, quant à la manière si on veut par exemple réparer des maisons, restaurer des maisons, on peut tout à fait tirer des enseignements de ce genre de documents. Alors vous voyez ici les sablières courbes, c'est absolument splendide. Des fonds, on en trouve de partout. Il y a sur Sarre, on a trouvé par exemple des fonds au Centre de recherche de monuments historiques qui ont été faits dans les années 70. C'était Madame Lotte qui avait fait ces photos. C'est tout à fait intéressant parce que dans les années 70, on avait encore pas mal de ces maisons qui étaient encore exploitées. Les cartes postales anciennes, vous voyez cette belle levée de pierre bien tracée. Vous voyez comme c'est beau, un chemin. En fait, c'est un des chemins, c'est le chemin, un chemin jacquaire qui traverse la commune de Sarre, qui est aujourd'hui dégagé parce que les gens l'empruntent. Et donc c'est une chaussée bâtie, bordée d'un fossé, et l'autre côté de cette clôture-là. Voilà, l'art de faire un chemin. Voilà. Et ça, cette maison que vous avez déjà vue tout à l'heure, c'est le musée basque. Donc chaque région a ces fonds-là. Et généralement, toutes ces photos-là ont été faites avant que les grandes vagues de résidences secondaires, les grandes vagues de mitage dénaturer ces constructions. Alors, une magnifique source de renseignements, ce sont les relevés faits pendant la guerre, chantier 1425. Donc, vous voyez ici, même chose pour la maison du Labour. Ces jeunes architectes, à l'époque, ont fait un travail absolument exceptionnel de relever. Vous voyez ici que tout est relevé, la chaise, la table, la charrette, la brouette, le parquet, le dallage. Regardez ce magnifique dallage dessiné ici. Voilà, où se trouvent les tas de foin dans le fenil, voilà, et quelle hauteur font-ils, vous voyez. Donc, ce sont ces documents qui, je crois, ont servi de base à l'édition du corpus de l'architecture rurale, mais c'est, je pense, tout à fait intéressant de retourner aux archives, aux cahiers originaux, aux plans originaux. Là, ce ne sont pas de bonnes photocopies, mais vous avez en même temps les pièces écrites, tous les descriptifs qui vont avec. Voilà, c'est une source absolument extraordinaire. Voilà.
Bon, il y en a d'autres choses, mais je ne vous dis pas. Et puis, il y a évidemment le travail que l'on peut faire de nos observations, c'est que eh bien, ces maisons, elles n'ont, pour toutes pratiquement, pas été construites comme ça. Elles sont le fruit d'une évolution. Alors voilà ce qui est tout à fait évident dans ces maisons du labour. Je vous ai parlé tout à l'heure des maisons à 2 murs, ben la voici. Hein, c'est une de ces petites bordes. Et voilà comment cette maison à 2 murs devient une maison à 4 murs. Voilà. Et on le repère ici. Voilà. Là, on voit qu'ici, la maison d'origine, c'est probablement ça, on l'a augmenté ça. Peut-être que c'est un peu plus compliqué à cause de ça. Voilà, et ainsi de suite. Donc, il y a une sorte d'archéologie de la maison. Alors, je passe un peu vite. Le relevé. Alors, bon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas trop déléguer, ça. C'est un des moments cruciaux du travail, de notre travail. Parce que c'est le moment où on va connaître, on va non seulement acquérir des connaissances structurelles, c'est une chose, dimensionnelles, c'en est une autre, structurelles, parce que peut-être qu'on va avoir la charge de faire que tout ceci tienne encore debout, dimensionnelles, parce que peut-être il va falloir savoir combien de mètres carrés d'enduit on va appliquer ou pas, ou quel volume de pierre, quel linéaire de moulure il va falloir faire, etc., etc. Quel dessin on va donner, voilà. Donc ça, c'est un moment exceptionnel. Et puis c'est le moment aussi, on va découvrir les fêlures, les cassures, là où l'eau est passée. Enfin, tout ce qui fait que ces maisons, bien, sont parfois de vieilles dames dont il faut prendre soin. Donc, le relevé à toutes les échelles, et le dessin. Et avec ça, évidemment, on n'a jamais fait assez de croquis, de bouts de relevé, de petits détails, de dimensionnement d'une pièce, de relevé d'une moulure. Voilà. Par exemple, voilà comment s'arrange dans les maisons landaises cette liaison d'angle des grandes sablières dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, elles s'assemblent à mi-bois, ici pour se croiser sur le pilier d'angle, et pour recevoir l'arbalétrier qui sert à soutenir l'arrêtier, on a une entaille assez savante qui est ici freinée sur un embrèvement. Donc voilà, ça, c'est une magnifique pièce de taille de charpente. Voilà. Donc, dans ce relevé, il faut observer. Voilà, par exemple, dans une de ces maisons pyrénéennes, vous voyez dans son jus, pièce humide d'une maison passablement ancienne, avec une pièce qui a été réaménagée au XVIIIe, un plancher sur charbon de bois. C'est-à-dire qu'entre les solives, on a rempli de charbon de bois, et vous voyez ce plancher qui a, dans une pièce qui est assez humide, un plancher qui a quoi, plus de 200 ans. Eh bien, il n'est pas pourri, il n'y a pas de champignons, il n'y a pas de mérules. C'est parfait. Et on pourra en parler avec des charpentiers, ils disent « Ah, mais oui, ça on le voit, on l'a vu. » Voilà. Donc ça, voilà. Donc ça, on ne le voit que quand on relève. Et pas que les dimensions. On identifie, on analyse. Alors, dans ce type de maison, c'est une de celles que je vous ai montrées et dessinées, vous voyez assez basse. Donc quand on la relève, on s'aperçoit qu'en façade, bon, certes c'est maçonné, on a les murs en pierre, mais on voit ici la base d'un portique. Tiens, ça nous rappelle un peu les maisons des Landes. Et quand on va à l'intérieur, on découvre ça, ces systèmes et finalement on a une file de poteaux de portique comme ceci. Et cette maison-ci, c'est une maison qui a été évidemment remaniée au XVIIe, puisqu'on retrouve tout ce motif de la grande panne moulurée en haut. Et finalement, on recroise ici des choses que se disent les gens qui étudient les charpentes ou les historiens, c'est que la maison de pierre et de bois du Labour, la maison du XVIIe, a remplacé des maisons paysannes tout en bois, plus anciennes. Et en fait, dans ces constructions-là, étant donné que dans ce grand arc basque, Vascon, Gascogne, tout ça, c'est la même chose, hein, c'est la Vasconie. Et dans les Landes, on a pu faire des dendros, on est arrivé sur le XIVe.
On connaît le 14e aussi localement. Donc, vous voyez, on a ces types d'assemblages qu'on retrouve aussi dans ce genre de construction. C'est pas impossible, mais ça reste une hypothèse, qu'on ait des maisons médiévales, de la fin de l'époque médiévale, en quelque sorte fossilisées dans des constructions qu'aujourd'hui on date plutôt du XVIIe. Donc on a lors du relevé, toute la possibilité de toucher, alors on n'est pas archéologue, certes, mais de toucher toute cette dimension-là de notre travail. Et évidemment, si on doit intervenir sur cette maison, il n'est pas question de passer à côté de ces choses-là. Donc le relevé nous met sur la piste aussi de comprendre des éléments d'architecture. Alors, dans cet aspect de démarche, je n'ai pas tout mis. Voilà, par exemple, les questions de comprendre les murs. D'abord, l'architecture des sols. De l'extérieur à l'intérieur, qu'est-ce que c'est qu'un sol? Un sol de terre, un sol pavé grossièrement à l'approche de la porte, un sol dallé devant le seuil, un seuil, le sol intérieur, une rigole construite, une calade de pierre à l'endroit où l'on met les vaches. Et en fait, quand on voit ici, on a toute une logique de sol avec des qualités de matériaux pour régler le problème de la boue, le problème de l'eau, le problème du piétinement, etc. Donc, en fait, un sol, c'est un ouvrage. Voilà, c'est un ouvrage. Voilà. C'est une architecture, un sol. Et un mur, eh bien, c'est pareil. Alors, c'est classiquement le mur qui fait une coudée, qui est appareillé dedans-dehors, avec des boutisses plus ou moins bien réussies. Et en fait, c'est un art, un mur. C'est mettre ensemble des pierres qui travaillent ensemble. Et on sait très bien que quand on a cet opus piscatum, là, on a des effets de mouvement dans le mur. On a des descentes de charge et des mouvements ça crée des liens horizontaux. Et on choisit les pierres qui sont même pas vraiment taillées pour construire tout un harpage et tout ceci vient se caler, se bloquer. Et un mur, c'est bien sûr un organe fonctionnel. On peut reconnaître les questions de la fondation, les questions d'humidité, les problèmes de mèche, les problèmes de remontée d'eau. Mais c'est un langage. Voici par exemple le pays du galet. Alors là, il faut beaucoup de chaux, il faut beaucoup de matière pour faire tenir des galets ensemble. Ici, on est dans le pays de la montagne. On a un peu de granit, parce que tout ça c'est roulé par les gaves. On a du granit, on a du calcaire, on a du schiste. Et voilà une famille de pierres. C'est un peu une communauté, une maison. C'est chaque fois une famille différente avec des membres qui doivent vivre ensemble. Voilà l'appareil de la rune, donc ce grès qui tantôt passe en bloc, mais souvent se délite assez bien, ce qui permet d'ailleurs de faire de la couverture. Là, ce sont des bergeries qu'on a reconstruites sur la rune, donc couvertes en lauze. Et donc, ça permet dans l'architecture de mur, de régler l'appui, de régler les deux pieds droits, de régler le linteau, et puis de trouver tout cet appareil. On est pratiquement sur de la pierre sèche. Ici, on est sur adobe et galets, le pays des coteaux. Voilà, dans des exemples pris dans des zones différentes. Alors ça, c'est évidemment une façon... Alors, fabriquer des adobes, j'en ai fait, c'est parfois un peu laborieux. Donc des adobes, d'ailleurs qu'on voit bien dans les fermes, quand ils démolissent un mur, les briques, on s'arrange pour les caler dans les arases, on ne les jette pas. Parce que c'est du boulot de fabriquer des adobes. Parce que quand c'est des gros morceaux comme ça, il y a du travail, quoi. Donc ces murs... Je suppose, comme on a beaucoup de galets de l'épierrement des champs, on a constitué cet appareil mixte et qu'évidemment alors c'est la région du Magnoac dans les coteaux et on a évidemment un effet plastique absolument extraordinaire. Et comment la lumière vient caresser ce mur. Au passage, je vous ai mis deux petits aspects de Saint-Léonard de Noblat où l'on n'a pas de chaux. On a eu de la chaux très, très tardivement. En fait, la chaux, pays de granit, pays de gneiss,
et d'arène granitique, c'est-à-dire de décomposition de granit qui produit ce qu'ils appellent localement un tuf gras, qui fait une très légère prise, je pense, une très légère prise aérienne. Et donc, le mur est construit comme si c'était de la pierre sèche. Vous voyez les petits morceaux que l'on met pour caler tout ceci. Évidemment, on vient se caler sur des harpages en granit que l'on peut tailler. Et on a eu de la chaux alors on en a eu très très peu. On en a eu pour la pâte à papier, parce qu'on a des moulins à papier sur la Vienne à partir du 15e, enfin vous le savez tout ça. Et on en a eu pour blanchir les maisons. Et tous les textes de notaires, enfin tous les dénombrements, dans la généalogie des maisons, nous donnent les maisons blanchies. On a abandonné ça au 19e. Par contre, on a eu de la chaux en quantité par l'arrivée du chemin de fer qui a permis de tartiner. Et on a commencé à coller les pierres. Et là, voilà le grand défaut. Aujourd'hui, on cherche à coller les pierres en perdant ce geste, que c'est d'abord d'assembler les pierres, de les faire vivre ensemble, de faire que le... Voilà. Bon, reconnaître des témoins de menuiserie, voilà, une menuiserie qui va bien, dans son chambranle, avec son chanfrein, son petit congé qui va bien. Les charpentes, alors ça c'est magnifique, et les couvertures, parce que elles sont bien faites ou des fois pas très bien faites, pas bien triangulées. Ce qui est remarquable, on en parlait avec François Caram, c'est la question du frêne. Et on a toujours l'intelligence, notamment dans les charpentes de montagne, et celle-ci aussi dans les coteaux, de ne pas déligner le bois. C'est-à-dire qu'on le délarde un peu, on le dresse un petit peu sur le dessus pour pouvoir clouer les poutres ou recevoir des voliges. Ou ici, c'est dans le Marais Poitevin, c'est avec des roseaux. Mais surtout, on garde toute la fibre. C'est-à-dire qu'on arrive à passer avec des sections de bois très fines, ce qui nous donne des charpentes très élancées, très légères, très peu encombrantes, des sortes de grands compas qui viennent ici trianguler sur finalement les poutres qui servent à porter le plancher par l'intermédiaire de la sablière. Et là, tout de suite, on voit, par exemple, puisque nous avons un processus de démarche de connaissance, que c'est que dès qu'on va avoir des problèmes d'infiltration d'eau en pied de toiture et qu'on va avoir ces liens qui vont se défaire parce que le bois est pourri, l'intérêt du frêne, c'est qu'il résiste très bien tant qu'il est au sec. Par contre, dès qu'il est à l'humidité, il pourrit, et évidemment on va voir apparaître toutes les fissures du déversement, des fissures qui partent d'en haut assez classiquement. Voilà. Donc faire toit de tout bois. Voilà. Et aussi bien même pour les pannes que pour les... Donc une charpente comme ça, quand on arrive dessus, elle est en bon état, il n'y a pas de raison de la changer. Voilà, la couverture, alors c'est un peu la même démarche, c'est d'observer toutes les particularités de l'art de bâtir localement, donc que ce soit de la tuile. Dans les Pyrénées centrales, où on a des ardoisières, il y en reste peut-être une ou deux, on a de magnifiques toits à bureaux décroissants, y compris avec dans le bas du toit de grandes dalles comme ceci, qui pour 2-3 cm d'épaisseur vont faire 1 mètre carré, 2 mètres carrés, et on arrive tout en haut avec de très petites ardoises. Il faut savoir que dans certaines vallées, comme la vallée d'Aspe par exemple, quand on refait un toit, on ne démolit pas le toit, on dépose l'ardoise. Et on retaille un peu si nécessaire, et on repose. Et j'ai trouvé encore plusieurs toits chevillés, c'est-à-dire que l'hiver, les paysans ou les gens, enfin je pense les familles, taillaient des chevilles en buis ou bien utilisaient les nœuds morts dans le sapin. C'est-à-dire que vous savez que vous avez tous vu en montagne en vous baladant des billes de sapin qui pourrissent et le petit nœud mort, noir, foncé, sort et il est très dur lui. Et souvent il a une tête. Il est comme un clou. Donc ça, c'est idéal pour cheviller des ardoises, ou des lozes de fliche, etc. Voilà. Une technique de chaume, plutôt vallée de Campan, et une autre technique de chaume, je crois que c'était la dernière, ça j'ai photographié il y a une trentaine d'années, ça n'existe plus. Et alors je n'ai pas retrouvé les photos, parce que le vieux paysan m'avait montré
c'était en vallée d'Agen, m'avait montré, alors j'avais photographié les gestes, comment en fait ce toit était préparé de grandes lattes de noisetier ou de frêne, et on nouait une gerbe, et une gerbe après l'autre, et ensuite le rang était posé, ce qui donne cet effet côtelé. Alors qu'ici on est sur une autre technique, on a d'abord une sorte de litonnage qui est fait de branches, et on vient poser, c'est du chaume classique, on vient poser la botte de seigle, et on la tape jusqu'à égaliser, et ensuite on l'attache, autrefois avec un lien végétal, aujourd'hui avec du fil de fer, sur le lito. Et vous voyez ici ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce toit vient ici, en rive sur ce qu'on appelle des penthouse, c'est-à-dire cette architecture en escalier protégée par une lose qui a un dévers biais, de façon comme une dévirure à sortir l'eau du toit. Voilà, quelques exemples de bardage, parce que là aussi c'est encore un ouvrage, une signature. Vous voyez par exemple ici dans les Alpes, bon, là je sors de ma zone, chevillé, un bardage qui est fait aussi avec une bille qui n'est pas délignée, ce qui donne cette magnifique courbure, enfin, que je trouve magnifique pour ce bardage. Et ici, à nouveau, c'est Saint-Léonard, on est tout à fait autre chose, on est avec du châtaignier et sur plutôt un système de clin sur des façades arrière. C'est très bien, c'est très efficace. L'étape suivante, ce sont des aspects du diagnostic. On revoit notre maison tout à l'heure. Donc, quand on met au propre le relevé, bon, ça c'est une mise au propre un peu simplette. Mais ce qui est important surtout, c'est de porter toutes les déformations, tous les défauts. Donc, ça veut dire qu'évidemment, dans le soin de la prise de relevé et de côte au départ, il faut bien sûr prendre les niveaux, repérer les dévers, repérer voilà, tous les défauts, les cassures, voilà, partout ça va pas. Voilà. Et ensuite, dans le travail, ce travail nous permet de passer en revue, en fait, bon, puisque vous êtes formé au travail sur les monuments historiques, peut-être à une échelle modeste qui est celle du bâti rural, c'est la même chose. On passe tout en revue, on essaye de localiser, de comprendre pourquoi ça a bougé là, qu'est-ce qui a fait que ceci s'est écarté. Quand on regarde l'affaissement ici, quand on regarde comment ça a plié là, et quand on voit qu'ici rien de tout ça n'est triangulé, que par contre là on a un massif qui nous bloque les pannes, bon, peut-être qu'on a un élément de compréhension sur la manière dont ça s'est ouvert ici. Au passage, vous voyez dans cette maison dont je vous montrais les exercices tout à l'heure, comment on va intervenir, parce qu'on a encore en place les sols. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va... on n'a pas envie de tout enlever, de tout mettre à nu, voilà. Comment on va réparer? Mais quand on voit ça aussi, il y a un étaiement ancien qui est en place. On se dit que cet étaiement, bon, certes, il empêche l'effondrement de ça, mais il est inefficace par rapport aux poussées qui sont là. Donc, est-ce qu'on va chercher à intervenir très rapidement pour freiner ces toitures? Donc, des compléments d'étaiement. Donc, la démarche, elle, vous voyez, elle est rétroactive, parce qu'on cherche à comprendre, on regarde le passé, on observe ce qui est, mais elle est prospective, parce qu'on se trouve tout de suite en situation de qu'est-ce qu'on va faire, comment on peut faire, est-ce que c'est urgent, est-ce que ça peut attendre, voilà. Donc on est dans cette situation-là, et les documents qu'on établit à ce moment, voilà, par exemple les problèmes, il y a eu des infiltrations ici, mais on est sur un mur ouest. Est-ce qu'il faut mettre une gouttière? Pas une gouttière, sachant qu'on a des vents fouettants sur ce mur empisé, voilà. Donc déjà, on est dans la prospective. Et quand on établit ces documents, on est bien sûr en train de fabriquer des documents de synthèse qui vont permettre de rationaliser, de hiérarchiser, de classer par ordre d'urgence, de mesurer, de chiffrer. Parce qu'à un moment donné, on est avec un maître d'ouvrage, il va falloir lui proposer des solutions, voilà. On voit qu'ici, on a eu cette latrine, on a eu des ravinements,
qu'on a cherché à traiter par des renformis de cassons, de tuiles maçonnées, peut-être avec des mortiers assez maigres. Ça n'a pas tenu. Comment répare-t-on un mur comme ça? Évidemment avec le matériau, à mon sens. Par exemple, ici, cette façade-là, elle a été aménagée au 19e et on a créé une sorte de loggia. Là, avec un plafond sur des sortes de cerces qui sont à l'arrière. Mais évidemment, ce faisant, on a enlevé la partie de façade qui est là et exposé au mauvais temps la grande sablière qui file tout le long là. Donc voilà le résultat. Question, si on doit intervenir sur cette maison, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va garder cette ouverture? Est-ce que c'est un apport valable? Ou bien est-ce qu'on n'a pas assez d'éléments dans l'analyse des mortaises pour se dire, finalement, peut-être que la restitution de l'ensemble de cette façade-là, ce sera aussi la bonne solution technique pour assurer la stabilité de la façade et en même temps faire que tous ces membres en bois soient à l'abri. Je n'ai pas de réponse, hein, mais voilà, ce sont les questions sur lesquelles, vers lesquelles on va par ces pistes de diagnostic. Et voilà, et au final, on synthétise ça dans des documents. Bon, là, c'est fait comme ça, il y a d'autres méthodes. Hein. Voilà. Mais vous voyez, on est dans une situation assez critique. Hein. Intervenir, là aussi, c'est souvent beaucoup de questions. Je vous livre sans phare quelques expériences. D'abord, sauvegarder. Alors voilà une maison avec une charpente qui était complètement explosée, un toit laissant passer l'eau, assez lourd. Donc un peu en urgence, ce qui a été fait, c'est de déposer, récupérer de la tuile, parce que on va s'en resservir, étayer au droit des parties qui s'en allaient et bâcher. Voilà, donc sauvegarder, la maison restaurée, la voici. Voilà. Alors c'est intéressant parce qu'elle est habitée par des gens qui vivent presque comme c'était. Donc, alors il y a eu des choses, par exemple, le garde-corps ici, notamment la main courante, était désassemblée du pilier. Donc avec les charpentiers, ça a permis de ramener petit à petit la main courante et tout doucement de la réassembler. Donc, et puis évidemment de mettre en place une charpente correctement triangulée. Après, à sauvegarder, réparer. Puisqu'on parle, tout à l'heure on parlait de la ferme de Bielle, voilà, donc voici un bâtiment assez ancien. Il y a eu des dendros controversés qui ont donné 15e. Les archéologues ne sont pas tous d'accord. Par contre, ça n'empêche pas que pour le réparer, quand on intervient, on garde tout ce qu'on peut garder et on procède par enture, on revient enturer sur les pannes, etc., de façon à garder la matière. Et d'abord, ça c'est peut-être un travail de garder la matière. Et la logique constructive. Autre exercice de réparation, un pont. Voilà, qui s'était effondré, donc avec un problème d'érosion régressive. On en a parfaitement le relevé, parfaitement la connaissance. Les pierres ont pu être repêchées dans l'eau. Et donc, là, en fait, on reconstruit, mais c'est comme une réparation. Pour l'anecdote, c'est un chantier que j'ai dû prendre en cours de route. Il y avait donc un ingénieur béton, mais un type très très bien, qui n'avait rien imaginé de mieux, n'ayant pas confiance dans les voûtes, que de dissimuler dans le tablier une longuerie, une grande poutre en béton, et de suspendre chacun des claveaux par une tige inox. Donc,
avec les quelques choses que j'ai apprises ici, ça a permis d'expliquer que ça fonctionnait pas comme ça, une voûte. Voilà. Donc vous voyez à quel point on en est, hein, quand même. Voilà. Voilà, une autre réparation, un porche d'église avec une ardoise, fait par des artisans du coin, donc avec une noue ronde, mais surtout, par exemple, on a des petites choses comme ça paysannes, je dis, enfin entre guillemets, c'est pas rien de péjoratif. Quand on veut voliger, on n'est pas obligé de prendre la volige du commerce bêtement délignée. Le charpentier sait très bien demander à son scieur de prendre une bille un peu tordue et puis de faire des planches, et après, elle fait ça. Et surtout, nos chevrons qui ne sont pas délignés, on les garde soigneusement. Voilà. D'autres questions? Par exemple, alors ça nous emmène un peu plus loin. Par exemple, sur cette maison-ci que je vous ai déjà montrée, voilà, on voit bien que sur la maison de ce type-là, 7e, on est venu construire une adjonction, peut-être 18e et plus sûrement 19e. Question. Que fait-on? Est-ce qu'on dégage? Est-ce qu'on restitue cette façade? Est-ce que c'est un apport valable? Est-ce que c'est réversible? Voilà, beaucoup de questions comme ça qui peuvent nous agiter. Peut-être que c'est bien de dégager. Autre aspect, qui lui est réversible, c'est puisqu'on a pu restaurer un certain nombre de granges en ardoise dans le cadre des programmes européens pour l'agriculture de montagne. Le paysan a besoin d'un petit local pour mettre sa moto faucheuse, donc voilà, on crée un appentis bardé en bois. C'est une construction légère, elle est aussi réversible par rapport à la grange. Et là, autre étape dans la démarche qui amène d'autres questions, c'est une maison dans les Landes. Vous voyez une sorte de ces maisons plutôt à estampade. Demi-maison parce que c'est une maison rurale qui a été rattrapée par l'extension urbaine du bourg. C'est un gros village, hein. Ça a été vendu par moitié. Donc reste la travée centrale ici et une travée latérale, comme ça, avec des modifications plus postérieures ici. Et cette maison avait abrité le cercle. Dans les villages landais, ces cercles étaient des lieux de réunion, mais des lieux de discussion. C'est un pays d'hommes libres, les Landes, et de libres penseurs parfois. Donc, lieu de débat. Et donc, quelque part, cette modification qui a mené à fermer les santades, elle a été à la fois dommageable, mais en même temps intéressante, parce qu'elle rappelait l'histoire du cercle dans cette maison-là. Alors finalement, le travail avec la propriétaire, ça a été d'amener à une réflexion où finalement le programme d'aménagement a permis de conserver tout le cloisonnement et tous les murs en place. Au passage, les murs ont été, c'était donc un pan de bois avec un remplissage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a été refait avec un terre-paille un peu plus épais, qui a permis d'améliorer le confort thermique et d'avoir un label HQE au passage. Et par contre, l'option, ça a été là de déposer la façade de l'ancien cercle, de la reposer au niveau ancien de la façade en fond de l'estantade, de façon à ne pas la perdre, mais à redégager cette magnifique charpente, voilà, cette magnifique charpente, qui est également attestée sur une autre maison dans le bourg pour le 18e, avec une date. Voilà. Donc voilà le parti qui a été pris, mais là c'est aussi pour insister sur le fait que dans la démarche, on peut aussi être très attentif à ce que le programme marche dans la construction, et que ces maisons-là, il faut être très attentif à ne pas tout bousculer. C'est un peu ce que je vous montrais tout à l'heure à propos des maisons landaises et sa géométrie. Comment cloisonner là-dedans, si ce n'est de suivre son fil. Voilà. Et le petit bénéfice au passage, c'était que comme la rue passe actuellement très près de la façade, ça a permis pour l'occupant de dégager un petit espace ici devant et de regagner de l'habitabilité.
Voilà les quelques pistes. Bon, je vais de suite pour en terminer, hein, parce que l'heure tourne, je pense. Troisième partie, des questions et des enjeux. Alors, premièrement, ce monde rural, ne nous racontons pas d'histoire, il est en voie de disparition, si ce n'est par endroits totalement déjà disparu. C'est très grave. Qu'est-ce que ça devient? Ça, c'est-à-dire de l'étalement urbain, du mitage, des constructions médiocres, des bâtiments agricoles. On devrait se réjouir de voir construire des bâtiments agricoles, mais pas ça. Enfin, excusez-moi, j'attaque un peu, mais voilà aussi, vous avez par exemple ici des constructions anciennes, et voilà ce qu'on vient planter à côté. Ça ne va pas. Ce monde rural dont j'essaie de vous parler, avec toutes ces qualités, tout ce que ça représente de siècles, de façonnement, de présence humaine, des choses comme ça vole en éclats. C'est en train de disparaître. Les logiques de paysage disparaissent. Voilà. C'est un signal d'alarme, il a déjà été tiré, vous êtes tous parfaitement au fait de ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Autre questionnement. Le bâti, d'accord, les paysages, d'accord, mais les structures urbaines. Notre pays, il y a 36 000 communes, c'est 36 000 chefs-d'œuvre en péril. De merveilles de trame urbaine. Ici, c'est un village sur lequel on est en train de travailler, au bord du Gave. C'est une structure en grappe. Ce qu'on appelle une structure en grappe, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire un cheminement le long duquel se construisent les maisons. Celui-ci a la particularité d'avoir été d'abord un village, un château, une structure en grappe, sur lequel a été greffée une bastide, que voici, voilà, qui existe encore, avec sa place là, qui n'était déjà plus une place, ses rues. Voilà. Donc ça, c'est une petite perle d'un point de vue urbain. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, la maison traditionnelle, voilà ce que c'est en train de devenir. Et c'est tout comme ça. Et évidemment, là, on a encore, parce que c'est un vieux bâti qu'on a cimenté, mais si je vous montre le plan actuel, que j'ai pas là, vous allez trouver un pavillon là, un pavillon là, un pavillon là, un lotissement ici. Et donc, cette structure-là, on est dans l'urbanisme, cette structure-là, elle est en train de disparaître. Le bâti lui-même, voilà, dans ce même village, voilà une qui est à peu près dans son jus, sauf ça, ouais, magnifique coffret. Voilà, après le passage de l'OPH ou je sais pas quoi. Voilà. Et voilà ce que deviennent les villages, le baraudage, ça c'est déjà un peu ancien, la tuile romane, dite canal, l'enduit-ciment, la petite cheminée qui va bien, etc., etc. Voilà, c'est ça le devenir. Et ça, vous en avez tous dans les yeux. Il suffit de prendre la voiture Et alors, le plus terrible, c'est la mise en valeur. C'est ça. Alors, par coup de chance, le rond-point, il est là. Mais on comprend bien hein, que la tentation était grande. Voilà. C'est absurde. Voilà. Alors, si c'est ça, restaurer, mettre en valeur le bâti rural, on peut être partagé. Voilà. Et pourtant, il y a des trucs absolument essentiels. Le développement durable, on n'a pas attendu les directives de nos chers ministères et de nos... Regardez ces maisons hollandaises, cette maison, comme elle est intelligente. On a une pièce où l'on se chauffe ici, qui regroupe toutes les activités. Au sud, on a 2 chambres, ça fait tampon. À l'ouest, d'où vient le vent, pluie et le mauvais temps, on a l'étable qui est là. Et au nord, on a quelques pièces tampons qui font des barras. En coupe, c'est la même chose. Le grand comble, on ne l'habite pas. Qu'est-ce que c'est que cette folie de vouloir habiter les combles, aménager les combles? C'est nul. Enfin voilà, ça ne marche pas. Autre chose, dans cette veine du développement durable, des enseignements. Donc là,
regarder le bâti rural, c'est apprendre des choses. C'est un chemin de développement intérieur et de développement des connaissances. Le plan massé, l'intelligence d'une maison, alors on ne mélange pas la maison et la grange, mais on additionne. Et du coup, cette maison, elle a au moins un côté, puis presque un deuxième côté, mitoyen avec d'autres constructions. Ben voilà, ça c'est des murs sur lesquels on a moins d'hyperdition. Comment on l'oriente? Au nord, au sud. Et on vient chercher les ouvertures au sud. Tous les apports solaires. Mais apports solaires, mais aussi, attention quand le soleil est fort. Donc, la façade en épaisseur. Hein, voilà. Donc, vous voyez, ce grand motif de l'architecture pyrénéenne, de l'architecture du Piémont pyrénéenne, qui est la galerie. Espace d'usage, séchage de récolte, séchage de vêtements, etc. Mais aussi abri de l'impact solaire d'été. Donc, hiver, été, quand vous travaillez avec un thermicien, il vous parle confort d'été, confort d'hiver. Voilà. Donc là, on est déjà dans ces logiques-là. Et à nouveau, le motif de l'arbre et de la maison. Alors le motif de l'arbre ou du frêne et de la grange qu'on a vu pour des raisons utilitaires tout à l'heure, regardez dans ces vieilles maisons hollandaises le rôle de l'arbre qui vient protéger, le rôle de l'auvent qui vient aussi protéger, et la magnifique treille. Et une maison plus simple que ça, c'est pas possible. On peut pas faire de choses de plus modeste. Mais la noblesse de cette treille qui perd ses feuilles en hiver et qui l'été vient faire comme une pièce extérieure en plus au devant de la maison. Voilà. Le motif du végétal associé au motif bâti. Et même, de la même manière, hein, on va vous parler d'écoquartiers, de trames de jardin, de plantations, de stockage de carbone avec des plantations. Voilà, c'était déjà là tout ça, mais peut-être qu'on ne savait pas le regarder. Donc, apprendre à regarder. Voilà. Et puis, voilà, des choses, ça c'est encore à gauche à Saint-Léonard, et à droite c'est le chantier des cabanes de la Rune. Eh bien, réapprendre peut-être à préparer de belles ruines. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut travailler avec les matériaux sur place, faire en sorte que quand ça tombera en ruine, ça retournera au milieu naturel, parce que c'est de la terre, parce que c'est de la pierre, parce que c'est du bois, mais pas de plastique, pas de ciment, pas de trucs comme ça. Voilà. Donc, matériaux de provenance locale, pas d'énergie grise, enfin voilà, tous ces leitmotifs du développement durable sont déjà inscrits dans ce bâti. Ça, c'est un enseignement. Et puis pour finir, quelques autres tâches où il faut qu'on s'attelle en tant qu'architecte et architecte du patrimoine, c'est le travail sur l'espace public, mais dans sa compréhension historique. Alors, voilà l'enclasse napoléonien, donc la topographie, en fait, une sorte de précommun ou de place en pente ordonnant les cheminements autour de l'îlot de l'église. Ce que c'était devenu grâce au génie rural et au modèle de construction des années 50-60. Évidemment, prenant en compte des questions très réelles, hein, celui de la circulation automobile, du stationnement, et la proposition qui a été faite à la commune, qui était plutôt que d'avoir des plantations hachant le sens de cet espace-là, ce mouvement d'ascension vers l'église, de les reprendre plutôt en accompagnement de l'îlot, donc inverser le sens de l'implantation, ce qui peut-être au passage n'est pas inutile pour tempérer l'impact de certaines constructions. Garder, bien sûr, ces aménagements de terrasses parce qu'ils sont tout à fait utiles pour la pratique, mais retravailler ces parties-là pour restituer un cheminement le long qui avait disparu à cause des mouvements de terrasse. Donc, quelque part, réapprendre le mouvement de ce chemin. Et puis, au passage, on peut améliorer les murs dans leur logique constructive. Donc, voilà. Ça peut être très modeste dans les traitements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de tout paver, de mettre 36 matériaux, de mettre je ne sais pas combien de lampadaires, comme ça. C'est plus un travail sur le sens, la logique, l'ordre des choses. Et c'est un ordre des choses qui provient, là c'est modeste, mais qui provient de la compréhension historique de la forme urbaine. Et puis, autre tâche
c'est un peu ce que je disais sur les formes urbaines. Voilà, par exemple, un petit bout d'analyse dans les coteaux. C'est tout petit, mais regardez la merveille d'agencement que c'est. On a un noyau médiéval, on a un petit bout de lotissement réglé, 14, 15e, 14e beaucoup dans cette région-là. On a des faubourgs qui se sont créés et on a une grande intervention, Troisième République, avec la construction d'une halle réglée pour le marché. Et tout ça s'enroule en spirale. Voilà. C'est une perle urbaine pour 500 habitants. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut, en tant qu'architecte urbaniste, bien sûr, il faut s'occuper du reste, mais aussi s'atteler à faire valoir dans des démarches d'urbanisme, de plans de référence, secteur sauvegardé, d'AVAP, cette dimension-là. Expliquer, montrer aux élus, faire comprendre, l'acter, etc. Voilà. Et donc, bon, on pourrait, c'est ce que je vous disais, on peut prendre n'importe quel plan de commune, on va avoir des choses comme ça. Voilà. Donc, j'en ai fini avec ça. Je pense, alors c'est un peu ma pratique, bon, bien sûr, architecte, et vous l'avez compris, on restaure pas mal d'édifices anciens, comme un architecte normalement, mais le travail que nous essayons de faire, nous, c'est de ne pas dissocier notre travail d'architecte des questions d'urbanisme, des questions de paysage. Donc se former à tout ça comme un ensemble, parce qu'on ne peut pas dissocier toutes ces choses-là. Il nous faut, c'est presque, si vous voulez, je parlais à quelqu'un tout à l'heure, on parlait des granges. La grange n'est pas posée dans le paysage. Le paysage a ses logiques, a son génie, à sa pente, à ses écoulements, à sa qualité de prairie. Et tout ça, à un moment donné, hop, ça se cristallise, et là peut émerger une grange. C'est à l'envers. Quand un projet de maison, c'est peut-être d'abord penser la parcelle, penser le jardin, penser le vent, penser le soleil, et après penser la maison, et pas l'inverse. Donc, et peut-être, si on regarde aujourd'hui le bâti rural, c'est un enseignement, c'est-à-dire que cet enseignement, c'est un chemin qu'on peut parcourir pour professionnellement nous affûter à acquérir des compétences, ou bien au moins apprendre à parler avec des historiens, avec des archéologues, avec des techniciens, leur faire valoir d'autres points de vue, des responsables d'urbanisme dans des communes, des paysagistes, etc. Voilà, tout ça. Voilà. Et aussi, on peut être très pessimiste dans le traitement, un peu comme les médecins, très pessimiste dans le diagnostic, pardon, très pessimiste dans le diagnostic, et il faut être optimiste dans le traitement. Voilà ce que je voulais vous dire.